Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour un nouveau chapitre de Jérôme, 3 hommes dans un bateau, sans parler du chien. Le chapitre 6. Kingston. Note instructive sur l'histoire ancienne d'Angleterre. Remarques intéressantes sur le chêne sculpté et sur la vie en général. Triste histoire du jeune Stevens. Réflexion sur l'Antiquité. J'oublie que je suis au gouvernail. Résultat curieux. Le labyrinthe de Hampton Court. Harris guide. C'était par une matinée splendide de la fin du printemps ou du début de l'été, comme on voudra, de cette saison où les tons délicats de l'herbe et des feuillages sont en train de virer à un vert plus foncé, où l'année ressemble à une belle jeune fille, tremblante d'émoi de sentir battre en ses veines l'éveil de sa féminité. Les curieuses vieilles rues de Kingston, qui descendent jusqu'au bord de l'eau, apparaissaient tout à fait pittoresques sous le flamboiement du soleil. Le fleuve miroitant, avec ses chalands qui glissaient, le chemin de halage bordé de verdure, les pimpantes villas de l'autre rive, Harris, en blazer rouge et orangé, peinant aux avirons, le vieux château grisâtre des Tudors entrevu au loin, tout cela faisait un tableau ensoleillé, éblouissant, mais si calme, si plein de vie, si paisible que, malgré l'heure peu avancée de la journée, je me laissais bercer par une nonchalante rêverie. Je rêvais à Kingston, ou Kinninganston, comme il s'appelait jadis au temps où les Kinges, saxons, s'y faisaient couronner. Le grand César y passa le fleuve et les légions de Rome campèrent sur les pentes de ses rives. César, comme plus tard la reine Élisabeth, semble s'être arrêté partout, mais il était plus convenable que la bonne reine Bess. Il n'allait pas au cabaret. Elle en pinçait pour les cabarets, la reine vierge d'Angleterre. Il n'y a pas une seule auberge de quelque notoriété dans un rayon de 20 kilomètres autour de Londres où elle ne soit allée, paraît-il, jeter un coup d'œil ou s'arrêter ou loger une fois ou l'autre. Or, je me demande, à supposer que Harris fasse peau neuve, devienne un grand et noble personnage, arrive à être Premier ministre et qu'il meure, je me demande, dis-je, si l'on mettrait des plaques commémoratives sur les cabarets auxquels il aurait accordé sa clientèle. Harris a pris un verre de bière dans cet établissement. Harris a pris ici 2 whiskies durant l'été de 1888. Harris fut expulsé d'ici en décembre 1886. Non, il y en aurait trop. Ce seraient les établissements où il ne serait jamais entré qui deviendraient célèbres. La seule maison du sud de Londres où Harris n'ait jamais bu. Les gens accouraient en foule pour voir ce qui a bien pu l'en empêcher. Comme ce pauvre esprit falot de roi Edoui devait détester Kinninganston. La fête du couronnement l'avait excédé. Peut-être la hure de sanglier farci au pruneau ne lui avait-elle pas réussi. Je sais bien qu'à moi elle ne réussirait pas. Et il avait assez bu de xérès et d'hydromel. En tout cas, laissant la bacchanale effrénée, il s'en alla passer en paix une heure au clair de lune avec sa bien-aimée Elgiva. Peut-être se mirent-ils à la fenêtre, main dans la main, pour contempler le beau clair de lune sur le fleuve, tandis que, des salles lointaines, les échos de la bruyante débauche arrivaient jusqu'à eux par bouffées atténuées. Alors, le féroce Odo et Saint Dunstan pénétrèrent de force dans leur tranquille retraite, et, accablant de farouches insultes la reine au doux visage, ils ramenèrent brutalement ce pauvre Edoui parmi l'affreuse bacchanale de l'assistance ivre. Des années plus tard, aux éclats des fanfares guerrières, les rois saxons et la débauche saxonne furent enterrés côte à côte, et la grandeur de Kingston s'éclipsa pour un temps. Mais elle reparut de nouveau quand Hampton Court fut devenu le palais des Tudors et des Stuarts, quand les gondoles royales venaient s'amarrer au bord du fleuve, et quand les beaux seigneurs vêtus de manteaux fastueux descendaient les marches du quai en criant « Avez-vous fait bonne traversée, sire ? Dieu vous garde ! Grand merci !»
Beaucoup de vieilles maisons aux alentours témoignent clairement de ce temps où Kingston était un bourg royal, où noblesse et courtisans y habitaient auprès de leur roi, où la longue avenue menant au portail du palais s'égayait tout le jour du cliquetis des armes, du hennissement des palefrois et du froissement des velours et des soieries. Les hautes et spacieuses maisons, avec leurs fenêtres en saillie, leurs vitraux, leurs cheminées immenses et leurs toitures à pignons, évoquent le temps des hauts-de-chausses et des pourpoints, des corsages brodés de perles et des jurons compliqués. Elles furent édifiées à l'époque où l'on savait encore bâtir. Avec le temps, les dures briques rouges ne se sont que mieux tassées, et leurs escaliers de chêne ne craquent ni ne grincent quand on s'efforce de les descendre sans bruit. À propos d'escaliers de chêne, cela me rappelle qu'il y en a un magnifique dans une des maisons de Kingston. Cette maison, sur la place du marché, est aujourd'hui une boutique, mais elle fut évidemment jadis l'hôtel de quelques grands personnages. Un de mes amis, qui habite à Kingston, y entra un jour pour s'acheter un chapeau. Et, dans un moment d'étourderie, il mit la main à la poche et le paya séance tenante. Le boutiquier, qui connaît les habitudes de mon ami, fut naturellement un peu surpris tout d'abord, mais il se ressaisit bien vite et, comprenant qu'il lui fallait faire quelque chose pour encourager un si louable procédé, il demanda à notre héros si cela lui ferait plaisir de voir du beau chêne sculpté. Mon ami accepta, et le boutiquier lui fit traverser le magasin et monter l'escalier de la maison. La rampe était un véritable chef-d'œuvre, et le mur, tout le long de l'escalier jusqu'en haut, était revêtu de panneaux de chêne dont les sculptures auraient fait honneur à un palais. De l'escalier, ils passèrent dans le salon, pièce vaste et claire, tendue d'un papier à fond bleu, un peu criard, mais assez gai. L'appartement, d'ailleurs, ne présentait rien de remarquable, et mon ami se demandait pourquoi on l'y avait amené. Le propriétaire s'approcha du papier de tenture et le tapota. Cela rendit un son de bois. « Du chêne, expliqua-t-il. Du chêne sculpté jusqu'au plafond, tout pareil à ce que vous avez vu dans l'escalier. »« Miséricorde !» s'écria mon ami. « Vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez recouvert votre chêne sculpté avec du papier de tenture bleue ?» ?»« Si fait, répondit le boutiquier, et ce travail m'a coûté cher. Il a fallu commencer par recouvrir tout ça de planches, vous comprenez. Mais la pièce a maintenant l'air gai. C'était affreusement sombre avant. Je ne dirais pas que je blâme absolument cet homme. De son point de vue, qui est celui du propriétaire ordinaire, désireux de se rendre la vie aussi douce que possible, et non pas celui d'un maniaque amateur d'antiquité, il a la raison pour lui. Le chêne sculpté, c'est très agréable à regarder, et même à posséder en petite quantité, mais ce doit être à coup sûr quelque peu déprimant d'habiter dedans, pour ceux qui n'en ont pas particulièrement le goût. On doit avoir l'impression de vivre dans une église. Non, ce qu'il y avait de triste dans le cas de ce boutiquier, c'est que cet homme, qui n'avait cure du chêne sculpté, en eut son salon tout lambrissé. Alors que des gens qui apprécient ce genre de boiserie doivent payer des prix fabuleux pour s'en procurer. C'est d'ailleurs la règle dans ce monde. Tel possède ce qu'il ne désire pas et d'autres ont ce que celui-là convoite. Les gens mariés ont des femmes auxquelles ils ne tiennent pas, et les jeunes célibataires se lamentent de ne pouvoir en trouver. Les pauvres gens qui subsistent avec à peine de quoi vivre vous ont des 8 enfants doués de vigoureux appétits. Les vieux ménages riches, qui ne savent que faire de leur fortune, meurent sans enfants. Il y a aussi les jeunes filles avec leurs amoureux. Les jeunes filles qui ont des galants ne tiennent pas à eux. Elles disent qu'elles s'en passeraient volontiers, qu'ils les excèdent, et leur demandent pourquoi ils ne vont pas plutôt faire la cour à Miss Smith ou à Miss Brown, qui sont laides et prennent de l'âge sans trouver d'amoureux. Quant à elles, elles n'en désirent pas. Elles n'ont pas l'intention de se marier jamais. Mais il ne sert à rien de s'appesantir sur ce sujet, c'est tellement attristant. Il y avait à notre école un élève que nous appelions d'ordinaire Sanford Emerton. Son vrai nom était Stevens. C'était le garçon le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Je crois bien qu'il aimait réellement l'étude. Il se faisait épouvantablement disputer parce qu'il restait éveillé dans son lit à lire du grec. Et quant aux verbes irréguliers français, il n'y avait tout bonnement pas moyen de l'en arracher. Il était rempli d'idées baroques comme on n'en a pas.
se figurant qu'il faisait la joie de sa famille et l'honneur de l'école. Il aspirait à remporter des prix, à devenir en grandissant un homme de savoir et des tas de billevesées semblables, dignes d'un esprit faible. Je n'ai jamais vu d'être aussi étrange, mais par ailleurs, je dois dire, innocent comme l'enfant nouveau-né. Eh bien, cet élève était régulièrement malade au moins 2 fois par semaine, ce qui l'empêchait de venir en classe. Aucun élève n'a jamais été malade aussi souvent que ce Sanford Emerton. S'il survenait une épidémie quelconque dans un rayon de 20 km autour de lui, il contractait le mal et sous une forme aiguë. Il attrapait des bronchites en pleine canicule et il avait le rhume des foins à Noël. Après une période de sécheresse qui durait 6 semaines, il était terrassé par une fièvre rhumatismale. Et s'il sortait par un brouillard de novembre, il revenait chez lui avec une insolation. Une année, on mit ce pauvre garçon sous les anesthésiques pour lui arracher toutes ses dents. Et on lui posa un râtelier parce qu'il souffrait de terribles maux de dents. Ceux-ci furent alors remplacés par des névralgies et des douleurs d'oreilles. Il n'était jamais sans un rhume, excepté une fois, pendant les 9 semaines où il eut la scarlatine. Et il avait toujours des engelures, lors du choléra de 1871. Notre voisinage en fut par exception épargné. Il n'y eut dans toute la paroisse qu'un seul cas avéré. Ce cas était le jeune Stevens. Quand il était malade, on le faisait rester au lit, et il mangeait du poulet, des flancs et du raisin de serre. Mais il ne cessait de sangloter parce qu'on lui interdisait de faire des exercices latins et qu'on lui enlevait sa grammaire allemande. Et nous, les autres élèves, qui aurions volontiers sacrifié 10 trimestres de notre vie scolaire pour obtenir la grâce d'être malade un seul jour, et qui n'avions aucun désir de donner à nos parents le moindre prétexte d'être fiers de nous, nous ne pouvions même pas attraper un simple torticolis. Nous nous exposions à tous les courants d'air, et ils nous faisaient du bien en nous rafraîchissant. Nous prenions des drogues pour nous rendre malades, et elles nous profitaient en nous donnant de l'appétit. Rien ne semblait pouvoir nous rendre malades avant l'arrivée des vacances. Alors, le jour même de la libération, nous attrapions des coryzas, des coqueluches et toutes sortes de maladies qui duraient jusqu'à la reprise des cours. Aussitôt, en dépit de tout ce que nous pouvions tenter pour nous y opposer, nous nous retrouvions guéris et mieux portants que jamais. Que voulez-vous? C'est la vie, et nous sommes pareils à l'herbe des champs que l'on coupe et qui demain sera jetée au four. Pour en revenir aux chaînes sculptées, nos arrière-arrière-grands-pères devaient avoir une très haute idée de ce qui est beau et artistique. Cependant, tous nos trésors d'art d'aujourd'hui ne sont que les banalités déterrées d'il y a 300 ou 400 ans. Je me demande s'il y a eu une réelle beauté intrinsèque dans toutes ces vieilles assiettes à soupe, ces chopes à bière et ces étés noirs que nous prisons tellement aujourd'hui, ou si c'est seulement le prestige de l'Antiquité qui, en auréolant ces objets, leur confère un tel charme à nos yeux. Les faïences bleues anciens que nous accrochons à nos murs en guise d'ornement étaient les vulgaires ustensiles ménagers d'il y a quelques siècles. Les bergers roses et les bergères jaunes que nous présentons à l'admiration de nos amis et sur lesquels ils font semblant de s'extasier étaient des bibelots de cheminée sans valeur qu'une mère du XVIIIe siècle aurait donné à sucer à son petit enfant pour l'apaiser quand il pleurait. En sera-t-il de même dans l'avenir ? Les trésors précieux d'aujourd'hui seront-ils toujours les bagatelles à bon marché de la veille ? Verra-t-on des rangées de nos assiettes à fleurs s'aligner au-dessus des marbres de cheminée chez les gens cossus de l'an 2000 et quelques ? Et les tasses blanches à filets d'or avec au fond la jolie fleur, d'espèce inconnue, que notre petite bonne casse maintenant à plaisir, figureront-elles, après de soigneux raccommodages, sur un piédestal où ne les époussettera que la maîtresse de maison ? Voyez ce chien de porcelaine qui orne la chambre à coucher de mon logement garni. C'est un chien blanc. Il a les yeux bleus. Son nez est d'un rouge fin tacheté de noir. Il dresse la tête avec effort et sa grimace d'amabilité lui donne l'air quasi idiot. Moi, je ne l'admire pas du tout. Considéré comme objet d'art, je dirais même qu'il m'irrite. Des amis sans délicatesse le blaguent et ma logeuse elle-même n'a pour lui aucune sympathie. S'il est là, dit-elle, c'est parce que sa tante lui en a fait cadeau.
Mais dans 200 ans, il est plus que probable que ce chien aura été déterré dans un endroit quelconque, les pattes en moins, la queue cassée, et qu'il sera vendu comme porcelaine ancienne et placé dans une étagère vitrée. Les gens en feront le tour pour mieux l'admirer. Ils seront charmés par les tons merveilleux du rouge de son nez et se récrieront sur la beauté que devait sans aucun doute avoir le bout de queue perdu. Nous-mêmes, dans ce siècle-ci, nous ne voyons pas la beauté de ce chien. Il nous est trop familier. C'est comme les couchers de soleil et les étoiles. Nous ne sommes pas confondus d'admiration devant leur splendeur parce qu'ils sont trop banals à nos yeux. De même ce chien de porcelaine. En 2288, on s'extasiera sur lui. La fabrication de ces chiens-là sera devenue un art dont le secret est perdu. Nos arrière-neveux se demanderont comment nous faisions et s'étonneront de notre habileté. On parlera de nous avec amour en nous appelant ces grands artistes d'autrefois qui fleurissaient au XIXe siècle et produisaient ces chiens de porcelaine. Le modèle que la fille aînée a brodé en classe deviendra tapisserie du siècle de Victoria et sera d'une valeur quasi inestimable. Les chopes de faïence bleues et blanches des auberges campagnardes d'aujourd'hui seront recherchées, toutes craquelées et ébréchées et vendues au poids de l'or. Les gens riches s'en serviront comme de verres à Bordeaux et des voyageurs venus du Japon achèteront tous les bonjours de Ramsgate et les souvenirs de Margate, qui auront échappé à la destruction et les remporteront à Yedo comme antiquité britannique. J'en étais là de mes réflexions quand Harris lâcha les avirons, fut projeté à bas de son siège et s'étala sur le dos, les jambes en l'air. Montmorency poussa un hurlement, fit la cabriole, le panier de dessus sauta en l'air et tout son contenu se répandit. Je fus quelque peu surpris, mais ne perdis pas mon sang-froid. Je dis à Harris assez gentiment « Oh là, qu'est-ce que tu fais donc ?»« Quoi, ce que je fais, mais sacré !» Et puis non, réflexion faite. Je ne veux pas répéter ce que me répondit Harris. J'étais peut-être en faute, je l'avoue, mais rien n'excuse la violence de langage et la grossièreté d'expression, surtout chez un homme bien élevé comme c'était le cas pour Harris. Je pensais à autre chose et j'avais oublié, comme il est facile de le comprendre, que j'étais au gouvernail et le résultat, c'est que nous avions heurté le chemin de halage. Nous eûmes tout d'abord quelque peine à débrouiller ce qui était nous et ce qui était la berge du fleuve côté Middlesex. Mais nous ne tardâmes pas à y arriver, nous opérâmes la séparation. Harry, cependant, m'annonça qu'il en avait fait assez pour le moment et m'engagea à prendre mon tour. Je débarquai donc, pris la corde et halai le bateau jusque passé Hampton Court. Pardon. Ah, comme je l'aime, ce vieux mur qui borde ici le fleuve. Chaque fois que je passe devant, sa vue me revigore. Il est si joliment patiné, ce vieux cher mur. Quel délicieux tableau il ferait, couvert çà et là de lichen et de mousse, avec cette jeune vigne vierge qui se hausse timidement par-dessus sa crête pour voir ce qui se passe sur le fleuve affairé, avec le vieux lierre sévère qui le drape un peu plus loin. Sur 10 mètres, il offre 50 tons, nuancés et dégradés, ce vieux mur. Si j'étais capable de dessiner, et si je savais peindre, j'en ferais une charmante étude, c'est certain. J'ai souvent pensé que j'aimerais vivre au château de Hampton Court. Ça a l'air d'un endroit si paisible et si calme, où il serait si agréable de flâner de bon matin avant qu'il y ait trop de monde dehors. En fait, je ne crois pas que cette vie-là me plairait tellement dans la pratique. Ce serait épouvantablement lugubre et désolant. Le soir, lorsque la lampe projette des ombres suspectes sur le lambris des murs et que résonne sur les froides dalles des corridors l'écho lointain de pas qui se rapprochent d'abord pour s'éteindre ensuite dans le lointain, et que tout retombe dans un silence de mort où l'on n'entend plus que le seul battement de son propre cœur. Hommes et femmes, nous sommes faits pour voir le soleil. Nous aimons la lumière et la vie. C'est pourquoi nous nous entassons dans les villes et les cités, et c'est pourquoi la campagne devient chaque année plus déserte. À la lumière du soleil, le jour, tandis que tout autour de nous la nature est éveillée et active, les pentes nues des montagnes et les sombres forêts nous enchantent.
Mais la nuit, alors que notre mère, la terre, s'est endormie et que nous restons seuls à veiller, le monde semble bien solitaire. Et nous prenons peur, comme des enfants dans une maison muette. Nous soupirons alors. Nous aspirons à revoir les rues éclairées de becs de gaz, à réentendre le son des voix de nos semblables et la rassurante pulsation de la vie humaine. Nous nous sentons si faibles et si petits dans le grand silence où les sombres ramures frémissent à la brise nocturne. Nous sommes environnés de tant de fantômes dont les muets soupirs nous rendent si tristes. Oh, oui. Rassemblons-nous tous dans les grandes villes, allumons les grands feux de joie d'un million de becs de gaz et crions et chantons ensemble pour nous sentir rassurés. Harris me demanda si je connaissais le labyrinthe de Hampton Court. Lui, il y était allé une fois pour montrer le chemin à quelqu'un. Il l'avait étudié sur le plan et c'était d'une simplicité dérisoire qui ne valait même pas les 2 pence de l'entrée. Au dire de Harris, ce plan était plutôt destiné à servir d'attrape car il n'avait aucun rapport avec la réalité et ne faisait que vous égarer. Harris y avait emmené un sien cousin de la campagne. Il lui avait dit « Nous allons entrer ici simplement pour que tu puisses dire que tu y as été, mais c'est pas trop simple. C'est ridicule d'appeler cela un labyrinthe, on n'a qu'à prendre tout le temps le premier tournant à droite. Nous allons y faire un tour d'une dizaine de minutes et puis nous irons déjeuner. » Peu après être entrés, ils rencontrèrent des gens qui leur dirent qu'ils étaient là-dedans depuis 3/4 d'heure et qu'ils en avaient assez. Harris leur affirma qu'ils pouvaient le suivre s'ils voulaient car il ne faisait qu'entrer et ensuite il ferait demi-tour pour regagner la sortie. Les gens égarés le remercièrent de son obligeance et se mirent à le suivre. Ils recueillirent, chemin faisant, diverses autres personnes, las d'errer en vain, et leur caravane finit par absorber tous les visiteurs présents dans le labyrinthe. Ceux qui avaient renoncé à tout espoir de jamais atteindre ni le centre ni la sortie, et de revoir leur foyer ni leurs amis, reprirent courage à la vue de Harris et de sa suite, et se joignirent au cortège en le bénissant. D'après Harris, il devait bien être une vingtaine en tout à l'escorter. Et une femme portant un bébé, qui était là depuis le matin, voulut à toute force lui donner le bras de crainte de le perdre. Harris ne cessait de tourner à droite, mais le chemin lui semblait long, et son cousin hasarda l'opinion que c'était un très grand labyrinthe. « Oh, l'un des plus importants d'Europe, répondit Harris. Oui, c'est probable, répliqua le cousin, car nous avons déjà marché au moins 3 kilomètres. Harris lui-même commençait à trouver ça un peu bizarre, mais il tint bon, jusqu'au moment où enfin ils virent à terre la moitié d'une brioche à 1 penny que le cousin de Harris jurait y avoir remarqué 10 minutes plus tôt. « Oh, impossible, dit Harris. Mais la femme au bébé répondit « Pas du tout, car c'était elle qui avait retiré au marmot ce bout de brioche pour le jeter là, juste avant de rencontrer Harris. » Elle ajouta aussi qu'elle regrettait fort d'avoir fait sa rencontre et exprima l'opinion qu'il était un imposteur. Harris, furieux, tira le plan de sa poche et exposa sa théorie. « Le plan nous serait sans doute très utile, dit quelqu'un de la compagnie, si vous saviez à quel endroit du labyrinthe nous sommes à présent. » Harris l'ignorait, et il suggéra que la meilleure chose à faire serait de retourner à l'entrée et de recommencer. Pour ce qui était de recommencer, il n'y eut pas grand enthousiasme, mais quant à l'opportunité de retourner à l'entrée, l'unanimité fut complète. On fit donc volte-face et on se remit à suivre Harris dans la direction opposée. 10 minutes encore se passèrent, après quoi on se trouva au centre. Harris songea d'abord à prétendre que c'était bien là ce qu'il avait voulu. Mais la foule prit un air menaçant et il décida de traiter la chose en simple incident. En tout cas, ils avaient trouvé un point de repère. Ils savaient où ils étaient. On consulta encore une fois le plan et la solution parut plus simple que jamais. Ils se remirent en route pour la 3e fois. Et 3 minutes plus tard, ils étaient de retour au centre. Après cela, il leur fut tout bonnement impossible d'arriver ailleurs. Tous les chemins qu'ils prenaient les ramenaient au milieu. Cela devint à la longue si immanquable qu'une partie des gens s'y arrêtèrent pour attendre que les autres, après avoir fait un tour de promenade, fussent revenus auprès d'eux. Harris, au bout d'un moment, tira de nouveau son plan, mais la seule vue de cet objet mit la foule en fureur et on pria son possesseur d'aller s'en faire des papillotes. Harris avoua qu'il eut alors l'impression d'être devenu quelque peu impopulaire.
À la fin, ils furent tous pris d'affolement et se mirent à hurler pour faire venir le gardien. Celui-ci arriva, et grimpant sur l'échelle située à l'extérieur, il leur cria des indications. Mais ils avaient tous, à ce moment, si bien perdu la tête qu'ils furent incapables d'y rien comprendre. Le gardien les avertit donc de rester où ils étaient et qu'il allait venir les chercher. Ils se blottirent les uns contre les autres en un tas pour l'attendre. Il descendit de son échelle et entra dans le labyrinthe. Comme par un fait exprès du hasard, c'était un jeune gardien, nouveau dans le métier. Quand il fut à l'intérieur, il n'arriva pas à les rejoindre et se trouva perdu lui aussi. Il l'apercevait de temps à autre, courant de l'autre côté de la haie, et lui aussi les voyait et galopait pour arriver à eux, et eux restaient à l'attente pendant environ 5 minutes, et puis il réapparaissait exactement au même point et leur demandait par où il s'était passé. Il leur fallut attendre que l'un des vieux gardiens fût rentré de déjeuner pour pouvoir sortir. Harris me dit qu'à son avis c'était un très beau labyrinthe, autant qu'il en pouvait juger, et nous convînmes de décider Georges à y entrer au retour. Et voilà. Et c'est la fin du chapitre 6. Et donc c'est la fin de cette lecture pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte d'entrer dans le labyrinthe, peut-être. Et voilà, ne vous perdez pas trop. Merci beaucoup et à bientôt.